Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour le 3e épisode de l'œil de l'été. Kylian Mbappé sème la pagaille au trophée UNFP, que veut-il vraiment? Les championnats européens spectaculaires et proches de leur dénouement, Chelsea s'apprête à licencier Sarri, les Lyonnaises championnes, tombeuses du Barça, et compagnie qui quitte City pour un très beau projet à Anderlecht, 5 infos par jour. Puis mon avis, c'est la promesse de l'œil de l'été. Et c'est parti. Et on commence bien sûr par cette déclaration de Kylian Mbappé, qui a tant fait réagir. Fraîchement auréolé du trophée de meilleur espoir et meilleur joueur de Ligue 1, l'international français de 20 ans a surpris son monde hier soir. Je sens que c'est le moment pour moi d'avoir plus de responsabilités, j'espère que ce sera au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, pour un nouveau projet. Comment déchiffrer ce discours? Alors déjà, je comprends que ce soit une déclaration qui fasse réagir, parce que pour un joueur qui communique et qui je dirais même aime communiquer, apprécie l'exercice et investit en tout cas de son énergie, c'est la première fois qu'il franchit le pas et qu'il ouvre potentiellement la porte à un départ. Un mois plus tôt seulement, et interrogé au micro d'Olivier Talaron, Mbappé l'affirme haut et fort, il sera parisien l'année prochaine. Et si Zidane est redevenu le coach du Real Madrid entre-temps, tant mieux, il regardera les matchs en tant qu'admirateur. Le contraste avec la déclaration d'hier est net, et même suffisamment net pour qu'on y lise un vrai changement de stratégie. Alors que cherche Kylian Mbappé? Et peut-il quitter Paris dès cet été? À mes yeux, non. Alors c'est un dossier intéressant parce que quand on évoque les pièces symboliques et particulièrement menacées de l'échiquier parisien, on a toujours pensé en priorité à Neymar. Neymar pour qui le temps presse particulièrement puisqu'il a déjà 27 ans, Neymar dont l'arrivée est sans doute aussi la plus grosse démonstration de force du PSG version QSI, avec tout l'enjeu d'image que ça crée, et Neymar qui a un tempérament naturellement plus expressif aussi, donc chez lequel on a semblé déceler en tout cas plus d'insatisfaction et plus d'amertume potentielle que chez d'autres. Et pourtant, alors que le mercato d'été s'ouvre le 11 juin, donc dans pile 3 semaines, c'est maintenant Mbappé qui est passé au premier plan des dossiers brûlants, et pour moi le but de son intervention s'arrête presque là. En fait, on peut peut-être dire qu'en sortant de sa réserve habituelle et en passant à l'offensive, il rebat les cartes et réagence d'une certaine manière l'équilibre du pouvoir parisien. Selon Romain Molina d'ailleurs, toujours très bien informé, Mbappé a été clair depuis un petit moment en interne, écoutez-moi pour le recrutement, et ne faites pas venir un nouveau Brésilien. Selon Philippe Sansfourche, chef de la rubrique football à RTL et ayant eu des échos de l'entourage du joueur, pas de départ programmé, mais il existe des points de tension liés au terrain, qu'il va falloir régler. Et donc, alors que Neymar et le clan des Brésiliens est sûrement aujourd'hui le cœur du vestiaire, et même peut-être le centre décisionnel d'un PSG qui sollicite énormément la vie de ses joueurs, alors que Cavani est plus proche de la fin que du début, malgré l'amour justifié des supporters à son égard, Mbappé, lui, est élu meilleur joueur de Ligue 1, est à 2 buts du soulier d'or. Il y a dans la hiérarchie parisienne une forme d'incohérence, ou en tout cas, perçue comme telle par lui, et qu'il souhaite rectifier. Donc voilà, personnellement, je pense qu'on peut dire que malgré son penchant pour la communication et son attitude qui est généralement un petit peu manipulatrice, la déclaration d'Mbappé pour le coup est assez transparente. Je pense qu'à 20 ans, et donc alors qu'il vient d'être élu meilleur joueur de son championnat, il souhaite tout simplement poursuivre sur sa trajectoire fulgurante, et veut influencer positivement la destinée collective du PSG, parce qu'il sait que le PSG ne le laissera pas partir. D'ailleurs, si on voulait prolonger encore la lecture de cette déclaration, et je sais pas si c'est particulièrement pertinent, mais on peut le faire, on peut imaginer qu'il est aujourd'hui tellement difficile de quitter le PSG qatari que ce serait en quelque sorte une manière de préparer le terrain pour 2021 ou 2022. Commencer à affirmer plus publiquement ses objectifs et ses ambitions, ajouter à ses envies la force du temps, qui pourrait rendre les négociations un peu plus simples d'ici quelques saisons, c'est une possibilité. Et donc voilà, pour finir là-dessus, et en synthèse, je serais extrêmement surpris de voir Mbappé partir cet été. Et alors, évidemment, je peux me tromper, c'est clair et net, et c'est d'ailleurs pour ça que cette période d'intersaison est aussi passionnante, il y a de l'incertitude, mais si je devais absolument parier, je dirais plutôt cette déclaration comme un avertissement et comme une tentative d'affirmation. Et on peut penser que, dans un club où l'avis des joueurs majeurs compte énormément, il veut les clés. Il veut être écouté, et il se dit que ses objectifs personnels passent par un collectif performant qui doit le placer désormais au cœur des choses. Alors ça peut être un repositionnement dans l'axe au poste de numéro 9 par exemple, pour aller chercher la Ligue des Champions d'ici quelques saisons, comme ça peut être plus à court terme, être servi dans les meilleures conditions dès le week-end prochain pour aller chercher ce fameux soulier d'or. Voilà, en une phrase, je pense qu'il est prêt à rester à Paris si Paris ne freine pas ses ambitions, qui sont très fortes.
Alors maintenant, est-ce qu'il a les épaules pour endosser plus de responsabilités encore ? On peut estimer par exemple que sa performance contre Manchester, même s'il a été décisif à plusieurs reprises, manquait un peu de maturité. Est-ce que ce modèle de gestion sportive, où le pouvoir décisionnel semble si diffus, partout et nulle part à la fois, où les joueurs tentent de le capter eux-mêmes et se sentent parfois l'âme d'un dirigeant, est-ce que ce modèle est le bon ? Ce sont là d'autres questions, et les réponses sont moins nettes. On enchaîne par un petit tour d'Europe, et d'abord en France, où l'OL, large vainqueur de Caen 4-0, s'assure la 3ème place, où Saint-Etienne a étrillé Nice pour garantir la 4ème, et où Monaco, en faisant tomber Amiens, s'offre le maintien. En Espagne ensuite, le Barça n'a pas triomphé d'Eibar, de partout, mais Messi a inscrit un doublé et compte 2 longueurs d'avance dans la course aux souliers d'or, alors que le Real Madrid s'est effondré face au Betis 0-2, triste point final d'une saison cauchemar. En s'imposant à Valladolid en revanche, Valence est 4ème, devant Retafe et Séville. En Allemagne, Dortmund a fait le travail face à Gladbach grâce à Sancho et Reus, beau symbole de leur saison, mais le Bayern n'a pas tremblé contre Francfort, 5-1, et s'octroie le bouclier d'argent pour une 7ème saison consécutive. Plus de première ligue à jouer en Angleterre, mais une finale de FA Cup sans suspense, qui a vu Manchester City démolir Watford 6-0. Les hommes de Guardiola réalisent donc un quadruplé domestique exceptionnel, mais c'est peut-être en Serie A que le week-end a été le plus intense. Car en décrochant le point du match nul sur la pelouse du Juventus Stadium, l'Atalanta réalise la bonne opération de la soirée. L'Inter, défait par Naples 4-1, et la Roma, tenue en échec par Sassuolo 0-0, craque au pire moment. Le Milan AC, vainqueur de Frosinone, se replace. Et à l'aube de la 38e journée, la course à la Champions League est passionnante. Enfin, une mention pour Benfica, champion du Portugal, et Galatasaray, champion de Turquie. Bon, bien sûr, beaucoup trop de choses pour rebondir sur tout, mais si je devais retenir 2 choses, le dernier but fantastique de Ribéry pour son dernier match au Bayern, et en 12 saisons, il aura profondément marqué l'histoire de ce pays. 9 Bundesliga, ce qui est le record de l'histoire, 5 coupes nationales et la seule Ligue des champions de foot allemand en presque 20 ans, ça force le respect. Et puis surtout, une grosse mention pour le titre de Galatasaray. Parce que c'est une histoire dont on n'a franchement pas du tout entendu parler chez nous ce week-end, mais quel match ça a dû être! Avant-dernière journée du championnat contre le Başakşehir, ton dauphin qui est à égalité de points et qui ouvre le score pour finir par l'emporter 2-1, avec notamment ce but de Feghouli. Quand on sait à quel point ça peut monter dans les tours là-bas, l'ambiance devait juste être hors de ce monde. Ça bouge à Chelsea, et alors qu'une saison mitigée touche à sa fin, qu'Eden Hazard annoncera bientôt son départ, les dirigeants londoniens devraient licencier Maurizio Sarri. C'est une information signée Di Marzio. Que faut-il en penser ? Déjà, c'est une décision qu'on peut considérer comme surprenante, parce que pour sa toute première saison en Angleterre, avec beaucoup de choses à inculquer à son groupe, et en étant arrivé d'ailleurs quelques jours avant le lancement de la saison, Sarri a quand même conduit Chelsea à la 3ème place, à une finale de League Cup perdue seulement au tir au but contre City, et donc à la finale d'Europa League, qu'ils peuvent encore gagner. C'est dur. Après, est-ce que c'est vraiment surprenant de la part de Chelsea qui est pas vraiment réputé pour sa patience et qui dévore régulièrement ses entraîneurs ? Non. On peut aussi concéder que si le but d'Abramovich était de donner une identité de jeu claire et séduisante à son équipe, quelque chose qu'il cherche depuis qu'il est arrivé aux commandes, quelque chose qui dépasserait les résultats et le succès à court terme, qui leur donnerait une vraie image de marque, déjà on peut se demander s'il comprend que tout ça, ça demande beaucoup de temps, c'est un processus qui demande du temps, mais c'est vrai, on doit aussi concéder que le Sarri Ball, ce fameux Sarri Ball, a finalement relativement mal pris à Chelsea, dont les performances doivent quand même beaucoup aux différences individuelles créées par Hazard ou Loftus-Cheek en fin de saison, et dont le jeu collectif a été par moments extrêmement pauvre, à l'image d'un Jorginho très terne et trop bien muselé par les entrejeux énergiques du championnat anglais. Donc voilà, c'est pas confirmé à 200%, mais personnellement Di Marzio c'est une source que je jugerais comme extrêmement fiable, de premier rang on va dire. En tout cas pour le remplacer, Chelsea pisterait avec insistance Frank Lampard, le coach de Derby County qui va jouer dans quelques jours le barrage d'accession contre Aston Villa, et un poste dans le staff aurait également été proposé à Petr Cech. Il y a donc la volonté de renouer avec son passé, de rapatrier des anciennes gloires, à voir ce que tout ça donnera. Triomphe total pour les Lyonnaises. En écrasant le Barça 4-1, l'Olympique Lyonnais soulève sa 6ème Ligue des Champions féminine et la 4ème consécutive. Ada Hegerberg, Ballon d'Or 2018, a inscrit un triplé. Bon, pour avoir regardé la finale, je dirais que le score est juste un peu flatteur, parce que le Barça a quand même gâché des occasions très nettes, mais globalement c'est bien sûr une victoire méritée, et très vite acquise aussi, puisqu'il y avait 4-0 au bout d'une demi-heure de jeu. Alors en prenant un peu de recul sur la compétition ensuite, je pense qu'on peut dire que le foot féminin est en progression. Bien sûr il restera toujours des écarts
énormes avec sa version masculine qui sont naturellement impossibles à rattraper, mais sur le plan technique, j'ai vu des actions de haut niveau quand on sait que chez elle le professionnalisme vient à peine de naître, et quand on voit le tableau des vainqueurs historiques, Francfort, Ouméa, Potsdam, versus le tableau des demi-finales de cette année, l'investissement des plus gros cylindrés du foot européen se confirme, et il y a de quoi être optimiste. Enfin, dernière nouvelle du jour, Vincent Kompany a annoncé hier son départ de Manchester City. À 33 ans, et après 11 saisons en Angleterre, il retrouvera donc son club formateur Anderlecht, dans un rôle très particulier, celui d'entraîneur-joueur. Alors pour le coup, on va pas trop analyser tout ça parce que j'aimerais justement y consacrer une vidéo très particulière, plus approfondie, d'ici quelques jours ou quelques semaines. On verra, mais ce qu'on peut en dire en revanche, c'est qu'il y aura du travail. Parce qu'Anderlecht, là, vient de boucler la phase de play-off à la 6ème place, et donc échoue à se qualifier en Coupe d'Europe pour la première fois en 55 ans. Ce qui était d'ailleurs la 2e série la plus longue de l'histoire, derrière le Barça, 61 ans. Voilà les amis, c'est la fin de ce 3ème épisode de l'œil de l'été, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez continuer à voir chaque jour 5 actu foot analysés, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On approche d'ailleurs d'un très beau chiffre là, donc n'hésitez pas. De notre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve dès demain. Alors cette fois pour une analyse complète a priori, sauf si une actu énorme se présente et bouleverse tous mes plans, donc on verra, mais a priori plutôt une analyse. D'ici là donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.